Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Je suis Guy Michaeli, directeur de la publication des Causeurs, et j'ai le plaisir de remplacer aujourd'hui Elisabeth Lévy, partie en vacances. Si vous avez, chers auditeurs, l'impression que la semaine passée a été pauvre en sujet d'actualité, sachez qu'Alain Finkielkraut et moi-même l'avons eu aussi cette impression. Mais très vite, en préparant l'émission, quelques sujets ont malgré tout retenu notre attention. Comme une sorte d'océan de magma sous les plaques tectoniques, les tensions sous-jacentes travaillant sans cesse la société française produisent régulièrement séismes et éruptions, pas toujours, fort heureusement, spectaculaires, mais qui rappellent néanmoins à notre bon souvenir ces lames de fond, dont la place de la religion dans la République n'est pas le moindre. Nous avons donc décidé d'aborder aujourd'hui les thèses avancées par Emmanuel Todd dans son nouveau livre, qualifiant le 11 janvier la mobilisation exceptionnelle qui a fait suite aux attentats islamistes commis par les frères Kouachi et Hamidi Coulibaly d'imposture. Nous évoquerons également la polémique suscitée par la jupe jugée trop longue de Sarah, la collégienne de Charleville-Mézières. Et si jamais le temps nous permet, nous parlerons, Alain Finkielkraut, des émeutes de Baltimore et plus généralement de la série des violences qui s'écoulent aux États-Unis depuis l'incident tragique de Ferguson l'été dernier. Mais commençons avec l'après-Charlie selon Emmanuel Todd. Dans un entretien accordé au Nouvel Obs à l'occasion de la sortie de son livre, le sociologue et démographe Emmanuel Todd explique à Aude Lancelin que je cite, lorsqu'on s'est réuni à 4 millions pour dire que caricaturer la religion des autres est un droit absolu et même un devoir, et lorsque ces autres sont les gens les plus faibles de la société, on ne peut pas le qualifier autrement que d'une imposture. Alain Finkielkraut, il y a 4 mois, 4 millions d'impostures dans les rues de grandes villes de France ? Écoutez, quand on travaille dans les misères du présent, comme disait Peggy, on ne choisit pas ses sujets. Ils s'imposent à nous. J'aurais bien voulu éviter d'avoir à parler aujourd'hui ou demain d'Emmanuel Todd. Mais s'affichant à la une de l'Obs, il a fait effraction dans ma vie, il a pris ses quartiers dans mon fort intérieur, et nolens volens, me voici contraint de commenter ce phénomène médiatico-intellectuel. La thèse d'Emmanuel Todd, et là je vais commencer de vous répondre, est simple. Le 11 janvier, la France, néoconservatrice, inégalitaire, fermée sur elle-même, a manifesté pour dire que caricaturer la religion des faibles, des pauvres, des malheureux, des opprimés est un droit absolu et même un devoir. Et comme Emmanuel Todd est un savant, il explique que les raisons de cette mobilisation contre les damnés de la terre, que les régions, de cette mobilisation contre les damnés de la terre ne sont pas celles qui ont fait la révolution, mais les vieilles terres issues du catholicisme. Il a écrit ce livre en 30 jours, mais, dit-il, il a mobilisé 40 ans de recherche. Et son éditeur, l'un des grands éditeurs de la place, Olivier Bétourné, lui a dit « vas-y, fonce ». Et il nous explique donc que la mobilisation a été du simple au double entre la France de tradition athée et révolutionnaire et cette France périphérique, historiquement anti-républicaine. Ce sont les régions les moins républicaines par le passé qui ont le plus manifesté pour la laïcité, avouez qu'il y a là quelque chose d'étrange, dit Emmanuel Todd. Paris, pourtant, il y a eu à Paris une manifestation d'une ampleur
inégalée depuis la libération. Je ne sache pas que Paris soit une vieille terre catholique en France, c'est le lieu justement... C'était même le contraire. Oui, c'est le lieu de l'effervescence révolutionnaire, le lieu par excellence. Bon, je ferme cette parenthèse, je dis simplement... Alors, je continue à résumer la thèse d'Emmanuel Todd. Si crise religieuse il y a, elle ne provient pas du décalage historique entre l'islam et l'Europe sécularisée, elle est le fait de cette France-là, de cette France qui est peuplée de catholiques zombies. Catholiques zombies, c'est-à-dire qu'ils sont des zombies parce qu'ils sont aujourd'hui en état de vide métaphysique abyssal, et ils trouvent dans les musulmans les boucs émissaires idéaux pour calmer leur anxiété religieuse. Et à cette confrontation hystérique avec l'islam, Emmanuel Todd oppose le scénario de l'accommodement, et pour cela, il faut en finir avec cette nouvelle religion délirante qu'il appelle le laïcisme radical, et qui est pour lui la vraie menace. La vraie menace, autrement dit, ce ne sont pas les frères Kouachi, ni la popularité de leur acte, ou de leur passage à l'acte, telle qu'elle a été attestée dans un certain nombre de quartiers dits populaires. Non, le vrai problème, c'est Charb. C'est Charb. Et précisément, cette défense d'une laïcité intégrale, ces caricatures contre la religion des pauvres, cette islamophobie pour laquelle on est descendu dans la rue en France. Et tout cela, qui n'est que haine et mépris, est asséné avec l'assurance de celui qui sait. Emmanuel Todd, c'est précisé dans l'entretien donné au Nouvel Observateur, est ingénieur de recherche à l'INED. J'adore cette expression. Ingénieur de recherche à l'INED. Il faudrait Philippe Muret pour commenter chacun de ces termes de profession. L'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Ce statut, donc, d'ingénieur de recherche, l'autorise à dire, je le cite, « À la suite des travaux de Durkheim sur le suicide et ceux de Max Weber, mon but, c'est de faire comprendre aux gens les valeurs profondes qui les font agir et qui ne sont pas celles qu'ils imaginent. » Alors, c'est extraordinaire. Les gens... Mais il va encore plus loin. Oui. Il parle d'une minorité qui est encouragée à s'en prendre en autre minorité pour détourner l'attention. Oui, pour détourner l'attention. Mais en même temps, ça c'est l'encouragement que donnent certains, qui sont les véritables ennemis, mais les autres sont inconscients n'ont pas la conscience réelle de ce qu'ils font. Et en lisant cette phrase, j'ai pensé à au chapitre que dans La Cité de l'Homme, Pierre Manante consacre au point de vue sociologique. Pour que la sociologie soit possible, dit-il, il faut que la raison soit chassée des actions humaines réelles et concentrée dans le regard du spectateur savant. Ainsi a été déchiré le tissu de l'implicite délibération commune qui rattache tout homme aux hommes qu'il veut comprendre, émanant de conclure, tandis que l'orgueilleux philosophe est supérieur aux autres hommes, le modeste sociologue est supérieur à l'humanité même de l'homme. Et notre modeste sociologue, malheureusement, n'est pas seul en cause. Il incarne un mouvement idéologique. Que je vais maintenant essayer d'analyser. Un mouvement idéologique très fort. Et je partirai
si vous voulez bien, d'une citation d'Orwell. La gauche est antifasciste, elle n'est pas antitotalitaire. C'est Orwell, grand penseur du XXe siècle. Hitler, autrement dit, est l'objet de son ressentiment, l'unique objet de son ressentiment. Elle oublie Staline quand elle ne lui fait pas les yeux doux. Après 1945, cet antifascisme a servi carrément d'alibi au seul régime totalitaire en exercice, les régimes communistes. Une partie de la gauche, cependant, a pris un tournant antitotalitaire. Et là, ça devient intéressant. Parce que dans cette gauche, il y avait le Nouvel Observateur, sous l'impulsion de Jean Daniel. Mais la gauche antitotalitaire a été comme frappée d'obsolescence par l'effondrement du communisme en Europe, et la gauche antifasciste a été au contraire revivifiée en France par la progression du Front National. Elle s'est réorganisée autour de l'antiracisme et elle a changé de référence, de maîtres à penser. Elle a troqué, si vous voulez, François Furet et Mélane Kundera pour Emmanuel Balibar et Jacques Rancière. Et maintenant, hélas, Emmanuel Todd. Et elle dénonce, le fascisme pour elle commence avec la préférence nationale, et elle ne combat pas seulement le parti de Jean-Marie Le Pen, elle traque inlassablement la lepénisation des esprits, d'où les listes noires qu'elle dresse depuis le début du XXIe siècle. Mais cette vigilance a été prise à contre-pied, précisément, par les attentats du 7, 8 et 9 janvier à Paris. Face à l'émergence d'une nouvelle menace totalitaire, les Français sont descendus dans la rue, toutes classes, toutes opinions, tous âges confondus, pour dire non. C'est le peuple, en tant que nation, qui a défilé, et l'Obs, faut-il le rappeler, a célébré cette grande mobilisation. J'ai le numéro, j'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, j'ai gardé tout, mais ça j'ai retrouvé. L'Obs, de numéro spécial, paru entre le 14 et le 21 janvier 2015. L'Obs, numéro spécial. Continuons le combat. Oui, mais faire une interview avec Emmanuel Todd, ça ne veut pas dire qu'on soutient ses thèses. Ah, écoutez, Aude Lancelin fait plus que les soutenir. Quand Aude Lancelin publie la semaine précédente, car on bouffe à tous les râteliers aujourd'hui, dans la presse qui a des problèmes de trésorerie, quand elle publie les extraits du livre posthume de Charb, elle ne manque pas de prendre quelques distances. En même temps, elle le met en couverture, Charb. Oui. Mais quand il s'agit d'Emmanuel Todd, elle se régale. Mais il y a une autre, citation de cette interview où Todd, justement, dit pour qu'on ne m'accuse pas d'angélisme, je constate que la vraie question, c'est la montée de l'antisémitisme dans les banlieues pour la France. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il dit, je ne sais pas s'il faut l'attribuer, cette montée de l'antisémitisme, à l'islamisme ou à cette espèce de néo-républicanisme qui se durcit et qui est en fait très inégalitaire. En tout cas, l'antifascisme, précisément, à l'Obs comme ailleurs, après continuons le combat lyrique, l'antifascisme était présent, mais rongeait son frein. Il supportait mal l'humiliation que constituait le désaveu par les faits de ses grandes certitudes. La réalité le contredisait, et bien cette réalité, elle allait voir ce qu'elle allait voir. Et elle a vu avec Emmanuel Todd. Il n'y a pas vraiment de problème de l'islam en France, il n'y a qu'un problème, l'islamophobie. Dire « je suis Charlie », c'est dire « je hais les pauvres ». Pour revenir à ces arguments, à ces analyses, et préparer notre prochain sujet, est-ce que ce ne sera pas vrai de dire que la laïcité en France est en train de changer de camp si ce n'est pas toujours fait? Écoutez, oui, on pourra y réfléchir, en effet, mais je dirais simplement
qu'aujourd'hui, 4 mois seulement après la mort de Charb, de Bernard Maris, de Wolinski, de Cabu et des autres, l'Obs ouvre ses colonnes à celui qui, du haut de sa science, les calomnie et les insulte. Tout cela tient en une formule. Gauche démentie, gauche démente. Elle est démentie par ce qui s'est produit là, le Allah Akbar des frères Kouachi, et donc elle devient démente. Mon seul espoir est que, précisément, tous ceux qui ont manifesté le 11 janvier leur fidélité à une certaine idée de la République, de la laïcité, de la France, tous ces prétendus zombies réagiront à l'insulte qui leur est faite. Il y avait parmi eux de nombreux lecteurs de l'Obs. Ils ne peuvent pas rester muets, rester prostrés devant cette agression caractérisée de la part d'un journal qui avait accompagné leur mouvement de révolte. Ils se sentent, je le pense, légitimement trahis et ils ont toutes sortes de manières de le faire savoir. Parce qu'on va du voir. moins, je l'espère. Mais oui. Quand j'apprends dans Le Monde et dans Libération que 145 auteurs anglo-saxons ont signé une lettre protestant contre la remise par le Pen Club de son prix à Charlie Hebdo pour le courage et la liberté d'expression, quand je lis que ces poètes, essayistes et novellistes, Pen, reprochent l'aveuglement de cette grande association littéraire internationale vis-à-vis de l'arrogance culturelle de la France, je me dis que la soumission est en marche, une soumission d'autant plus révoltante, d'autant plus obscène qu'elle se part des oripeaux de la compassion. Le mensonge antifasciste, en tout cas, a de beaux jours devant lui. Voilà ce que je peux conclure de cette analyse, mais évidemment, nous pouvons maintenant en venir à cette question de la laïcité. Cette question de laïcité, justement, avec cet incident, il s'agit non pas d'une affaire de voile, qu'on avait l'habitude, mais d'une affaire de jupe longue, portée par Sarah, une élève des 15 ans au collège Léo Lagrange, situé dans le quartier de Ronde de Couture à Charleville-Mézières. Mézières, pardon. Tout a commencé, en fait, il y a 3 semaines, quand plusieurs jeunes filles auraient tenté d'entrer dans l'établissement avec un voile. Rappelées à l'ordre, plusieurs d'entre elles seraient venues la semaine suivante en portant de jupes longues, ouvertement revendiquées par elles comme étant à connotation religieuse. Sarah faisait partie de ces groupes de filles qui se seraient concertées entre elles pour engager un bras de fer avec la direction sur ce point. Sauf que contrairement à ses camarades, Sarah, qui était renvoyée chez elle par la directrice pour s'échanger, n'est pas revenue à l'école. Quelques jours plus tard, elle se serait de nouveau présentée dans la même tenue. Et après une explication avec la famille, entre la direction de la famille, la mère de Sarah exigeait de sa fille de se conformer aux injonctions de l'école. Et c'est à ce moment-là que l'affaire a été médiatisée suite à un article publié dans le journal local l'Ardennais. Donc pour certains, une jupe est une jupe et ne peut en aucun cas tomber sous le coup de la loi sur la neutralité à l'école. Mais en même temps, si on se réfère à l'esprit de la loi, presque chaque objet, chaque article vestimentaire peut, dans un contexte très particulier, être chargé d'une connotation, d'un sens qu'il n'a pas en général. Dans ces cas, contrairement à un voile, une jupe longue est aujourd'hui à la fois une tenue dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse au collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières et en même temps un article vestimentaire tout à fait anodin dans d'autres collèges et lycées en France. Alain Finkielkraut, sommes-nous en train de tomber, comme l'avait écrit Natacha Polony hier sur le colonne
dans la colonne de Figaro, dans les pièges communautaristes qui veulent faire paraître la laïcité comme une forme d'hystérie tatillonne. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que votre présentation, Gil Miraili, est beaucoup plus précise et beaucoup plus objective que celle que j'ai lue dans les journaux. Et c'est déjà tout de même un sujet de méditation. Le Monde, le Tantraville titre sur 4 colonnes à la une, les jupes longues des musulmans, nouvelle fracture à l'école. Et on apprend que c'est le titre de la page consacrée à ce phénomène, avec la photographie de cette jeune femme, voilée d'ailleurs et revêtue d'une jupe longue, de cette Sarah, crispation à l'école sur les jupes longues. L'article nous dit, mais sans s'apesantir, que c'est toute l'équipe éducative, inspection et rectorat compris, qui a pris cette décision. C'est intéressant. Et d'ailleurs soutenu par le ministre de l'Éducation nationale. Oui, alors ça aurait été intéressant d'aller voir ces inspecteurs ou le rectorat. Le rectorat en général, et les inspecteurs en particulier, ont pour politique de ne pas faire de vagues et donnent une interprétation, si vous voulez, très souple de la laïcité. Là, il y a une unanimité. La principale, Madame Dubois, le rectorat de Reims, le ministère à Paris. Ils veulent faire respecter surtout la liberté de conscience, là, unanimité dans le monde de l'enseignement, du collège jusqu'au ministère, comme vous venez de le dire. Donc c'est intéressant, ça, mais ça aurait mérité une analyse, une enquête. Non, on n'a pas d'enquête, on a un récit des faits avec déjà la position prise par le collectif contre l'islamophobie en France, et à cela s'ajoute le commentaire autorisé d'un autre sociologue, Emmanuel Todd, ce sera la prochaine fois, en l'occurrence François Dubet, qui est devenu, si vous voulez, le sociologue attitré du Monde, qui nous a déjà expliqué que la soi-disant défense de la laïcité, c'était en fait la défense de la France chrétienne et blanche, c'était du pur nationalisme, et là, qui nous parle d'un risque d'emballement, le modèle laïque qui était accueillant devient un modèle hostile, et toute personne musulmane devient dangereuse. Donc, encore une fois, la laïcité a versé dans l'islamophobie, ce que les correspondants étrangers en France, si vous voulez, reprennent à leur compte. Le New York Times, hier ou avant-hier, a consacré un éditorial vengeur à cette affaire, comme d'ailleurs il avait condamné l'interdiction de la burqa, et comme il avait condamné l'interdiction du voile islamique en classe. L'impérialisme américain aujourd'hui n'a pas la figure de Bush, il a la figure du multiculturalisme. Il est intolérable aux Américains que d'autres pays osent revendiquer des traditions, des solutions, des règles, des principes différents des leurs. Tout le monde doit être américain, nous dit aujourd'hui non la droite républicaine, mais la gauche américaine. Et ce que nous apprenons alors maintenant, c'est que l'obstacle à l'intégration en France, ce n'est pas l'islam littéral, ce n'est pas l'islam salafiste, c'est la laïcité. Jean-Louis Bianco, qui avait pris les rênes de l'Observatoire de la laïcité, au moment où on a décidé de passer sous silence les travaux de le Haut Conseil à l'intégration, a dit « La France n'a pas de problème avec la laïcité ». Eh bien, on a franchi, 4 mois encore après le 11 janvier, un cran supplémentaire. La France n'a qu'un problème, la laïcité. Voilà, c'est ça son problème. Et encore une fois, d'ailleurs, c'est toujours sans charme, ces provocations, et toute cette islamophobie ambiante, eh bien, il n'y aurait pas eu de frère Kouachi. Voilà, on se mobilisait le 11 janvier contre les assassins, c'est contre ce que Emmanuel Todd
appelle la néo-république que les progressistes nous invitent aujourd'hui à nous mobiliser. J'y reviens, gauche démentie, gauche démente. Mais là, si vous voulez, c'est un peu différent. Après tout, Emmanuel Todd donne, comme vous le dites, son opinion dans l'Obs. Hein. Mais là, c'est pas une opinion. C'est une information qui nous est livrée. Et on voit dans le monde s'abolir complètement la frontière entre la description, le descriptif et le prescriptif. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne nous dit pas un fait en nous invitant à nous faire une idée. Dans le fait, on nous dit l'idée que nous sommes obligés de reprendre à notre compte. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup Alain Finkielkraut et merci à vous, chers auditeurs. La semaine prochaine, vous retrouverez une Elisabeth Lévy en pleine forme. Et d'ici là, vous pouvez trouver la chronique d'Alain Finkielkraut dans Causeur, dont le numéro de mai sera disponible en kiosque à partir de mercredi. Bonne semaine!